Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être détente parce qu'on va faire une petite réact. Donc voilà, je vous l'avais dit la semaine dernière que ça allait être une réact à la vidéo de Ryo Sensei sur le power scaling sur Loki. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir toutes les infos parce que vous connaissez déjà toutes les théories qu'on a fait hier déjà et toute la semaine dernière aussi sur le pouvoir de Loki. Est-ce que c'est une arme antique? Est-ce que c'est un ancien empereur déchu? Est-ce que c'est quelqu'un de totalement surpuissant? En fait, tout est possible et nous, on va essayer de décrypter un petit peu, de comparer un petit peu nos théories par rapport à celles de Ryo Sensei, de la team un peu Ryo Sensei. Et on vous dira pourquoi Loki est totalement surpuissant, potentiellement à la hauteur, je dirais, d'une arme antique ou potentiellement à la hauteur d'un empereur, tu vois. Même si c'est difficile. En tout cas, en termes de destruction, je le vois un peu comme ça, tu vois. Donc après, on va rentrer plus dans les détails juste après. Donc voilà les gars, si jamais vous kiffez les concepts, que vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter pour la team YouTube. Sinon, vous avez les souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Vous avez aussi le Discord et le Twitter qui vous permet d'avoir des informations plus supplémentaires d'une part. Et aussi, si vous voulez un peu dialoguer avec la commu, bah le meilleur endroit c'est le Discord. Donc voilà les gars, vous savez un petit peu, vous avez l'habitude. Donc let's go. Je pense que le mieux, c'est de pas perdre plus de temps et de partir directement pour une petite réact. Ça va être assez sympathique. J'espère que vous êtes bien prêts. Let's go. 二度と巨人に立ち向かえん。免除する。今この場から去る者の罪をわしが命ずる。これより高速奪還作戦について説明する。この作戦の成功目標は破壊された扉の穴を塞ぐ手段じゃが、まず彼から紹介しよう。結局ねえのかよ。我々はこの狭い壁の中を生き抜くことができたからじゃ。あるものがないって何なんだよ、ほろほろめ。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。いや、コース集合。バージェッシャットショックビル消し止め。ここは誇り高き戦士の国エルバフ。国家にしてえのさ。世界政府に所属する国にな。この翌日に迎える事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えることとなる。Ok, je sais pas c'était quoi cette intro de fou, mais pas mal. Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. On a eu la réponse aux questions qu'on se posait par rapport à l'endroit où se trouvent les Mugiwara. C'est un endroit gouverné par deux faux dieux, le dieu lapin, le dieu hérisson, le dieu chat ou encore le dieu soleil. Il ne s'agit donc que d'un simple divertissement pour un géant. Mais dans toute cette agitation, nous avons un corbeau géant qui porte un nom très particulier, en référence aux deux corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, ce qui constitue un indice quant à l'existence du véritable souverain d'Elbaf, le dieu le plus important de la mythologie nordique. L'être suprême du pays le plus puissant du monde, Odin. Odin est, comme dit en intro, le dieu le plus important de la mythologie nordique, dont s'est inspiré Oda pour Elbaf. Il est également le dieu des morts, de la victoire, du savoir, et il représente la magie, la prophétie, la guerre et la chasse. Il était le seul, avec son épouse, à pouvoir s'asseoir sur le trône, qui lui permettait de voir ce qu'il se passe dans les 9 mondes. On garde l'info de côté pour les 9 mondes. Il avait deux corbeaux, Hugin et Munin, qui exploraient les 9 mondes pour lui rapporter des infos. Deux corbeaux qui, dans l'œuvre, ont donné un grand corbeau, du faux dieu soleil. Odin est associé à l'intemporalité et à l'éternité. Il a sacrifié un œil en échange d'une grande sagesse. Voilà pourquoi il est considéré comme le dieu le plus sage de la mythologie nordique. Et du coup, ouais, petit récapitulatif sur Odin les gars, comme on l'a dit sur la chaîne plein de fois, effectivement, Odin c'est une masterclass dans le sens où dieu de la connaissance, il était prêt à tout surtout, tu vois. C'est ça qu'il faut garder. Il était vraiment prêt à tout pour tout savoir, tu vois. Il avait des espions partout, il était prêt à trahir, il était prêt à tuer les siens pour arriver à ses fins, tu vois. Et quand on comprend ça, c'est compliqué. Cependant, malheureusement, on a appris très récemment que
Odin n'est pas le père de Loki actuellement dans One Piece. Le père de Loki, c'est Harald, le roi Harald, le premier roi de Norvège. Donc là, il le savait pas, je pense, à l'époque où il est sorti le truc, mais vous avez capté. Voilà pourquoi il est considéré comme le dieu le plus sage Pas de la vu dans le mythologie saga, nordique. j'ai vu Et il a acquis la vérité première cachée saison. derrière les runes, en échange d'un sacrifice. Il s'est pendu à Yggdrasil, l'arbre de vie, pendant 9 jours et 9 nuits Ah oui. avec sa lance dans le corps. C'est Odin qui a ensuite partagé la connaissance des runes avec l'humanité. Les Vikings pensaient que les runes étaient plus qu'un simple alphabet. Et pour finir, ils faisaient de gigantesques banquets après ces batailles. Mais là vous me direz qu'Elbaf a déjà un roi, Loki. Sauf que Loki est un prince. Et qui dit prince, dit roi. Le prince étant le fils du roi ou du souverain régnant. De plus, l'alliance Big Mom Elbaf ressemble surtout à une alliance de 2 souverains qui s'unissent en mariant leurs 2 enfants. C'est uniquement avec cette alliance qu'Elbaf... Là, il a totalement raison au niveau de l'analyse. Le seul problème, c'est qu'au final, même moi, je pensais que c'était Odin, mais malheureusement, non. Donc, ouais, c'était ça. Hein. Et après, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui pensaient que Loki, c'était le maître suprême de l'île, mais aujourd'hui, ils ont vu que c'est pas du tout le maître suprême. Peut-être en termes de puissance, mais en tout cas, en termes de hiérarchie, il y avait bel et bien un roi, et il y avait bel et bien aussi une hiérarchie supérieure à Loki encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Loki est attaché. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions, qui ordonne. Et pour ordonner à Loki, il faut être quelqu'un de légendaire. Donc, à voir qui. Est-ce que c'est la reine ? Est-ce que c'est potentiellement l'oncle qui est devenu le roi à l'heure actuelle ? Ça se faisait un petit peu dans tout ce qui est Game of Thrones, tout ça. Donc, à voir. Les jeux de pouvoir, tout ça, ça peut être pas mal si c'est bien intégré dans One Piece. Si on a un arc Game of Thrones, ce serait légendaire aussi. Donc, let's go, on continue. de Shanks, car Shanks a un lien très fort avec les gens d'Elbaf et le pays. Les gens l'appellent mon frère. Il reste longtemps là-bas, jusqu'à en perdre la notion du temps. Shanks est donc un empereur qui est allié aux géants. En tout cas, il est autorisé à rester là-bas. Mais un mariage entre la famille d'Odin et de Big Mom aurait fait de Shanks l'ennemi d'Elbaf, à cause de l'incompatibilité des deux empereurs. Les deux veulent le One Piece, ce qui fait que les géants auraient dû combattre avec Big Mom. Elle a dit qu'avec eux, elle aurait pu écraser tous les empereurs, dont Shanks. Je pense que les 4 dieux présentés à l'époque ont combattu avec Joy Boy durant la grande bataille. Ok, trop de choses à dire. Alors déjà, l'incompatibilité de Shanks avec les géants, ça dépend. Moi, je pense que ça aurait plutôt divisé les géants exactement comme ils sont divisés actuellement. C'est-à-dire qu'il y a le côté Loki, qui pour l'instant compte qu'une personne Loki, et il y a les autres géants, qui eux sont plus du côté du bien, etc. etc. Et Big Mom voulait marier Loki. Donc déjà, c'était à l'époque où le roi Harald était encore en vie. Ça, c'est des informations ultra pertinentes, parce qu'en fait, on comprend que tout ça, ça fait très longtemps, y compris le mariage de Lola, y compris pas mal de choses. Ça fait vraiment longtemps que tout ça a été mis en place et que tout ça se faufile un petit peu dans l'ombre. Et du coup, Loki, à cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas encore tué le roi Harald et que potentiellement, il ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voyait sur sa silhouette que à ce qu'il ressemble réellement aujourd'hui avec son character design actuel. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que potentiellement, le Loki qu'on a vu à l'ancienne, c'était bel et bien Loki. C'était pas genre une erreur d'Oda en mode il a fait exprès de faire 2 Loki différents pour pas qu'on le reconnaisse, mais c'était plutôt Loki jeune. Ça, je vous avais déjà dit ça une fois, et je pense potentiellement que ça pourrait être Loki jeune qui devait se marier avec Lola, qui devait être plus jeune, pour justement lier l'empereur Big Mom au pays d'Elbaf, tu vois. Donc, il faut comprendre la temporalité qui est ultra importante, et d'ailleurs, au niveau de la compatibilité avec Shanks, effectivement, si il se serait allié, logiquement, elle serait du côté d'Elbaf, mais en même temps, Loki, au vu de ses aspirations actuelles, aurait pu trahir entre guillemets Big Mom d'une certaine manière. Donc à voir. Cependant, il se peut que tout ce qu'on a appris à propos de Loki soit faux, soit déformé pour justement nous mener en bateau pour l'instant et dévoiler la vérité beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que là, Oda, il peut manier l'œuvre comme il veut. On est vraiment au début d'Elbaf, donc ça va être compliqué de faire des théories qui vont dans le bon sens. Mais en tout cas, je vous ai donné tous les éléments pour arriver à une bonne conclusion en tout cas. Mené à la création du GM. Ils étaient dans son équipage ou alors ils étaient alliés. Joy Boy est comme Luffy, il représente Nika. Il aide, sauve, libère, fédère. Joy Boy, le dieu soleil, était lié à Elbaf. Et il avait certainement un géant dans son équipage, qui est plus tard devenu le roi des géants. Et ce géant peut carrément être le roi actuel d'Elbaf. Là vous me direz qu'il est sûrement trop vieux. Sauf qu'il existe un moyen. Il a bénéficié de l'opération de jouvence du Ope no Mi. De l'équipage de Joy Boy, le fit rencontrer Zunesha et Emmet. Il peut très bien rencontrer un autre Nakama, et on aurait une suite logique. Après la créature et le titan, le géant. Dans la mythologie nordique, Odin avait accès aux pommes d'Idun, qui confèrent l'immortalité aux dieux nordiques. Ok, donc là j'aime bien un petit peu la manière dont tu penses. Il a parlé vite fait des dieux un petit peu à l'époque. Donc à voir, est-ce que ce sera réellement ça? Même si je doute, étant donné que voilà, les dieux, malheureusement, frère, ça fait quand même un petit moment, tu vois. On a entendu parler qu'on n'a pas du tout de nouvelles. Le seul dieu qu'on connaît, entre guillemets, c'est le dieu du soleil. Et moi, vous connaissez ma théorie sur les dieux. Je pense que les 4 dieux représentent les 4 personnes qui ont hérité d'une volonté
volonté divine. Et la volonté divine, on la voit avec Luffy, qui a hérité d'un côté de la volonté de Roger, Joy Boy, etc., mais aussi de la volonté de Nika. Et c'est ce qui fait de lui le dieu soleil, tu vois. Et pour moi, c'est pareil pour les 3 armes antiques, étant donné que Shirahoshi a hérité de manière héréditaire, alors que Luffy, lui, c'était plutôt au niveau de la volonté. Je pense que les armes antiques représentent justement le dieu de la forêt, le dieu de la pluie et le dieu de la terre. Dieu de la terre pour Pluton, Pluton qui représente Hadès dans la mythologie grecque. Poséidon pourrait être le dieu de la pluie ou le dieu de la forêt. En fait, ça dépend. Pourquoi? Parce que voilà, le rêve de Shirahoshi, c'est de voir une forêt, et la pluie pourrait représenter l'eau, tout simplement. Et pareil pour la dernière arme antique, qui pour moi a un lien étroit avec Elbaf, qui pourrait être donc Loki, comme je l'ai déjà dit il y a très longtemps. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en question juste là-haut si j'y pense. Et au final, on se rend compte que Loki pourrait être une arme antique, étant donné le dialogue avec le fait qu'il puisse détruire le monde. Mais surtout, l'arme antique Uranus, elle représente le ciel, Uranos, et le ciel pourrait représenter d'un point de vue logique la pluie, parce que voilà, la pluie ça tombe du ciel, et la forêt. Pourquoi? Parce que si l'arme antique vient d'Elbaf, et le fait qu'il soit dieu de la forêt, ce serait un peu logique, étant donné que voilà, il n'y a pas plus grand arbre dans tout One Piece, donc ça pourrait être considéré comme une forêt. Donc voilà, c'est des choses qui pour moi prennent tout leur sens, et en plus de ça, on a des petites informations complémentaires, mais allez regarder la vidéo parce que je vous ai tout rassemblé directement là-bas. Mais dans la chambre secrète de Im avec le chapeau gigantesque de Joy Boy, en dessous on avait une fameuse fresque, et dans la fresque on voit donc un volcan qui pourrait représenter Wano et Pluton, on voit donc un tsunami qui pourrait représenter Shirahoshi et Poséidon, et on voit une espèce de queue de dragon qui elle pourrait représenter le côté Elbaf, etc., avec les mythologies, etc. Donc potentiellement le serpent rouge de sang, les dragons potentiellement qui pourraient venir tous d'Elbaf, et au final on aurait le fameux tableau de tous les dieux avec les 3 armes antiques sur la fresque et le chapeau de paille qui représenterait le dieu du soleil. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, n'hésitez pas à aller checker. Ces pommes, conservées par la déesse Idun, leur permettaient de conserver leur jeunesse et leur vigueur, empêchant ainsi la vieillesse et la mort. Odin est constamment à la recherche de connaissances et de pouvoir, qui lui permet de surpasser les limites mortelles. Comme dit plus tôt, pour de la connaissance, il a sacrifié un œil. Il a eu une sagesse infinie. Ses quêtes montrent donc son désir de transcender ses limites, ce qui inclut, dans le cadre de One Piece, de prolonger sa propre existence. Dans le cas où Odin n'ait pas eu la jeunesse éternelle, on sait que Jarl avait 345 ans. Les géants vivent très longtemps, ce qui veut dire qu'avec une, voire maximum, 2 générations avant Odin, le siècle oublié a été vécu. En d'autres termes, le père ou le grand-père d'Odin a vécu le siècle oublié et il a pu côtoyer Joy Boy. Odin pourrait être le descendant T'as dit quoi, Gapadre? Tu voulais nous dire quelque chose, Gapadre? J'ai l'impression que tu as percé un petit peu le secret du One Piece. One Piece, c'est de la connaissance. Parfait, merci. Pourquoi je me fatigue à faire une chaîne? On sait tous que le One Piece maintenant c'est de la connaissance. Voilà, théorie de fou malade. On continue les gars. d'un Nakama Joy Boy, son Nakama qui faisait partie de la tribu des géants. Et pour aller encore plus loin sur l'existence d'Odin, tout le monde connaît la technique finale d'Ajrudin. Mais tout le monde ne connaît pas son nom, Gungnir, qui est la lance d'Odin dans la mythologie nordique. Et pour aller encore plus loin, le chapitre se nomme la lance d'Elbaf. Pour comprendre le roi d'Elbaf, il faut s'intéresser au chapitre 714. On est dans l'arc où Dressrosa est en plein Colisée. Les combattants sont éliminés les uns après les autres, dans le bloc C. Mais un guerrier géant sort du lot, un guerrier de la nouvelle génération des géants qui vient d'Elbaf. Ajrudin, qui dit des mots très intéressants. As-tu déjà vu un géant avec un Logia? Avec le Mera Mera no Mi, je serai le premier sur la liste. Je deviendrai le roi des géants. On pourrait croire qu'il n'y a qu'une seule lecture possible, mais il y en a deux. Ajrudin parle de liste, qui est censé faire référence à une liste de géants avec un Logia. Mais pas forcément, parce qu'on peut très bien voir la preuve de l'existence d'une liste de combattants pour devenir le roi des géants. Je serai en haut de la liste pour devenir le roi des géants. Il dit littéralement après le mot liste qu'il deviendra le roi des géants. Puis on vante la puissance de ses coups. Le roi des géants est donc considéré comme le géant le plus puissant d'Elbaf, qui est le pays le plus puissant du monde. Mais la liste est importante parce qu'on apprend que beaucoup de géants veulent devenir le roi. Et pour ce faire, il faut surpasser le géant le plus puissant, Odin. Voilà donc la première chose qui caractérise Odin, la puissance. Au-delà d'être le roi qui dirige Elbaf, on parle d'un combattant d'une... Ok, donc là je le rejoins sur le côté Elbaf, tout pour la puissance, c'est comme ça, c'est les Vikings déjà de base étaient comme ça, donc tout ça d'un point de vue logique c'est totalement
logique, premièrement. Deuxièmement, là où je le rejoins beaucoup moins, c'est sur le côté, je serai le premier sur la liste en parlant des géants avec un Logia. Le délire, c'est qu'Ashruddin, juste avant, il dit, est-ce que tu as déjà vu un géant avec un Logia, tu vois? Et quand 2 secondes après, il dit, eh ben, je serai le premier sur la liste, pour moi, je pense que les géants, ils ont pas de Logia. Je pense qu'ils ont pas beaucoup de fruits du démon et que il y en a très peu qui ont la chance de manger un fruit du démon. Et je pense d'ailleurs que Loki peut être potentiellement la seule personne à avoir mangé un fruit du démon. Ça expliquerait d'un côté pourquoi il est si fort et pourquoi il a réussi à surpasser tous les géants, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Donc on verra. On va continuer la vidéo et on débattra après. Puissance totalement ahurissante. Ashruddin pense donc qu'avec le Mera, il pourra devenir le roi des géants. Et à première vue, on pourrait se dire que le roi des géants n'est pas si fort que ça. Sauf que pour le cas d'Ashruddin, en réalité, on a simplement quelqu'un qui sous-estime un être, en l'occurrence Odin, qui surestime sa puissance avec un fruit et qui en plus sous-estime un élément essentiel aux combattants les plus puissants du monde. Le Haki. Ashruddin est effectivement dans une liste, mais pas dans celle qu'il mentionne. Il est dans celle des hommes décrits plus tôt. On peut citer Rob Lucci qui dit qu'avec Kizaru, ils vont gagner, alors que Zoro l'a éclaté sans technique du roi des enfers, et que Kizaru s'est fait humilier par Luffy. En parlant de lui, on peut citer Kizaru qui dit à Kainu « Est-ce que tu veux que j'y aille ?» en faisant référence à Kaido et Big Mom. On peut également citer Barbe Noire, qui est coutumier du fait. Il sous-estime Luffy, il le dit bien, sous-estime Magellan avant de se faire one-shot, pensait pouvoir vaincre Newgate qu'il a éclaté, bref, il y a beaucoup de combattants qui racontent n'importe quoi, car les faits leur donnent totalement tort. Ashruddin sous-estime également le Haki et surestime la puissance du fruit. Il pense que seul le fruit lui permettrait de devenir le roi des géants, ce qui est une aberration sans nom, et Luffy lui fait comprendre car il le one-shot avec du HDA. Ashruddin ne peut se protéger convenablement, le roi du pays le plus puissant du monde. Voilà pourquoi je vous le dis aujourd'hui, Odin est l'un des meilleurs Haki au monde, et il a le Haki des rois. Il a tout pour avoir le Haki des rois. C'est le roi des géants, il a atteint les sommets de la chaîne alimentaire, il règne sur un peuple de guerriers, et il est à la tête du pays le plus puissant du monde. Sous-estimer le Haki au détriment d'un fruit, ça existe déjà. Avec le cas de Kizaru. L'amiral se base surtout sur son fruit, et Zed lui fait la réflexion. Tu te bases trop sur ton fruit, il ne brille qu'avec son fruit. Mais alors, quel est le réel niveau du roi des géants? Eh bien la question est intéressante et importante, car le roi des géants a un rôle très particulier. Dans ma théorie sur l'homme à la cicatrice de feu, j'ai parlé du fait que des hommes repoussent naturellement les ennemis via leur puissance. On a l'exemple de Marco sur Sphinx, avec la marine qui refuse d'y aller, et qui ne va là-bas que quand Weeble est localisé sans Marco. On a également Rayleigh, mais on a surtout le cas des empereurs, qui s'approche le plus du cas d'Odin. Car le roi des géants, c'est les deux. Une très grande puissance individuelle et une puissance collective totalement folle. Avec le... Ça, j'aime beaucoup parce que je me demandais si il allait mettre le roi des géants comme quelqu'un avec vraiment une puissance colossale. Maintenant, on va essayer de voir si il juge bon de mettre Loki comme étant inférieur un petit peu à un empereur entre guillemets ou égal à un empereur en termes de puissance brute. Et c'est quelque chose qui va être très intéressant parce que tout le monde se pose la question jusqu'où va la puissance de Loki. Si on suit son raisonnement, s'il a le Haki des rois, s'il fait partie du pays le plus fort du monde et que c'est l'homme le plus fort du pays du plus fort du monde, frérot, ça va être colossal. Ça va être colossal. Je pense que ça peut finir vite en banger. En tout cas, j'ai hâte de voir sa puissance. Le pays le plus puissant du monde. Odin n'entre pas dans l'équilibre des forces. Son pays est totalement indépendant. Il fonctionne comme un territoire d'empereur. C'est un pays inaccessible à cause du danger que représentent les forces sur place. Mais plus important encore, Elbaf est le pays le plus puissant du monde. Gardons ça en tête. Ce qui veut dire que le pays est supérieur à Whole Cake de Big Mom et Wano de Kaido. Voilà pourquoi Big Mom voulait l'alliance. Elbaf est un pays très puissant qui est dirigé par quelqu'un de très puissant. C'est un pays qui est supérieur à des pays qui sont dirigés par des empereurs, qui sont des combattants d'exception, et dont l'existence même sert de repoussoir. Mais pas que, car on a également une garantie de puissance globale très élevée. Quand Kaido pensait que Luffy était terminé, il est descendu et a dit « On arrête tout, vous avez perdu ». Et l'Alliance pensait que c'était terminé. Le meilleur élément est donc un élément crucial. Et le roi des géants coche toutes les cases pour faire partie des personnages les plus puissants du monde. Et ce qui va jouer sur son niveau, c'est son fruit et son Haki. En termes de force brute, on imagine bien qu'il a une force totalement colossale. Et que ça n'a rien à voir avec Ashruddin, qui était capable d'éjecter 10 000 tonnes à Dressrosa. Mais qu'en est-il du reste? La question par rapport à son Haki est... Peut-on parler d'un Haki équivalent au Haki des empereurs, en termes de HDA, de HDO et de HDR? Comme on l'a souvent vu, les empereurs sont avant tout des combattants qui sont très complets. On a du fruit très bien maîtrisé, du Haki très bien maîtrisé, de la force brute, etc. Et au niveau des combattants qui sont inférieurs, eh bien ça dépend. Généralement, on est surtout entre guillemets spécialisé avec des particularités. Par exemple, on a Katakuri, le second Big Mom, qui était très impressionnant avec son HDO, mais qui avait également un paramécia éveillé, une grande force brute, etc. Par contre, en termes de comparaison directe avec les empereurs, ça n'a un peu rien à voir. Au niveau des amiraux en général,
amiral, on peut faire un groupe, tous brillent surtout via leurs fruits. Au niveau du haki, c'est pas trop ça. Par contre, on a Kuzan qui, sur la ruche, a montré qu'il avait une bonne force brute via l'entraînement avec Garp et un HDA dont le niveau est plutôt ambigu. Par contre, Kuzan est certes un ex-amiral, mais actuellement, il est... Mec la trio, il a dit un haki de niveau ambigu. J'aime beaucoup. Un haki de niveau ambigu. J'aime cette phrase parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de tout ce qui se passe là à la ruche et même dans One Piece en général au niveau du power scaling. Donc on continue les gars. Les commandants. Donc c'est un petit peu compliqué, mais par rapport aux autres, même ceux qui ont des épées, Fujitora Aramaki brillent surtout via leurs fruits. Et si on prend l'exemple d'Aramaki, qui est un exemple très flagrant, il a une épée, pourtant contre les samouraïs, il n'a utilisé que son fruit, et contre Morley, alors que la situation était très compliquée, très délicate, et qu'il fallait s'en occuper rapidement, il n'a utilisé que son fruit. Mais par rapport à Oden, en termes de haki, vu son statut très particulier comme vu plus tôt, et vu l'importance du haki dans l'œuvre actuellement, surtout depuis Wano et Onigashima, sans oublier Egghead, où le coup d'haki des rois de Joy Boy a dégagé les doyens, eh bien je pense qu'on peut dire qu'Oden est l'un des meilleurs haki au monde. On parle d'un guerrier légendaire qui est certainement très âgé, et qui s'exerce et combat depuis de très nombreuses années. Ok, donc nous, on sait que c'est pas Oden, mais que c'est le roi Harald, et au final, le roi Harald est mort, malheureusement, tué par Loki. Et du coup, toutes les interrogations et tout ce qu'il dit, on peut l'appliquer directement à Loki, parce que voilà, par extension, par calcul, addition, soustraction, on arrive sur le côté Loki, homme le plus fort d'Elbaf, et la personne, tout simplement la plus colossale du pays, quoi. Et même en termes d'histoire autour d'Elbaf, je pense que c'est pas n'importe qui, parce que c'est l'homme qui a mangé le fruit du démon transmis depuis des générations dans la famille royale. Et oubliez pas que, comme il l'a dit plus tôt dans la vidéo, et même nous on l'a dit sur la chaîne, les géants, ils vivent jusqu'à 400 ans, ils peuvent vivre jusqu'à 400 ans, tu vois. 350 ans, ils étaient vieux, ils avaient encore de longues années devant eux. Donc 400 ans, on peut dire que c'est à peu près la longévité d'un géant. Et 200 ans, on pourrait dire que c'est la moitié d'une vie. Donc, vous comprenez assez facilement qu'au final, on peut très facilement, 2-3 générations, remonter jusqu'au siècle oublié. Donc, c'est peut-être un fruit qui n'a jamais été mangé de tout One Piece, même de tout la guerre du siècle oublié et tout ce qu'on connaît actuellement de One Piece, en termes de frise chronologique, on a potentiellement un fruit du démon inconnu au bataillon qui ne figure même pas dans les livres encyclopédiques des fruits du démon. Pourquoi ? Parce qu'il a été transmis de génération en génération. C'est-à-dire que si il passe 3 générations, on est déjà au siècle oublié. Il passe 5 générations, on est à plus de 1500 ans, 2000 ans, depuis tout simplement l'apparition potentielle de Nika qui se situe bien avant les événements du siècle oublié. Donc voilà, tout ça pour vous dire que au final, c'est des choses qui sont vraiment très ambigu, comme a dit Rio. Allez, on continue. En termes de fruits, c'est très intéressant parce que Ajrodin a dit qu'il n'y avait pas de géant avec un Logia. On peut donc retirer les Logia de la liste. Il reste Paramecia et Zoan. Mais je pense très précisément un Zoan mythologique, et même divin. Le Zoan mythologique et divin du dieu de la forêt. Et ce pour une raison... J'aime beaucoup. Même si c'est pas ce qu'on pense, j'aime beaucoup parce que tout est logique d'un point de vue du manga, étant donné que il faut absolument un Zoan mythologique. Déjà, c'est devenu la base depuis Wano Kuni. C'est maintenant les ennemis, même tous les ennemis qu'on a vus depuis, c'est des Zoan mythiques, hein, et potentiellement autre chose, comme on a vu par exemple par rapport au Gorosei, mais c'est minimum des transformations mythiques ou des Zoan mythiques, tu vois, avec Kaido, avec potentiellement tout ce qui va arriver sur Elbaf, mais surtout Luffy, quand on l'a appris à Wano qu'il était Zoan mythique. Donc voilà, tout tourne autour du côté Zoan mythique. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier, les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.